Bonjour à tous et bienvenue. Et ça fait vraiment plaisir de vous voir. Certains d'entre vous qu'on ne voyait pas depuis quelque temps. Alors, pour passer à la suite, je voudrais introduire Monsieur Étienne Klein, qui n'a pas besoin d'être introduit. Il est extrêmement connu, philosophe des sciences, physicien. Il travaille en particulier au CEA. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, d'une part. Il a dirigé une émission à la radio extrêmement connue, Le Monde selon Étienne Klein. Donc je ne vais pas passer du temps à le présenter parce que vous le connaissez. Je lui passe directement la parole. Bonjour à tous et bonne année, c'est encore temps. Je vous souhaite une année lumière, sans tirer entre les deux mots, ça fait moins loin. Je remercie Daniel Kaufmann et Vincent Charvilla pour leur invitation. J'ai pas pu leur dire non parce que j'ai un fils, Jules, qui est sorti diplômé d'IMT Atlantique il y a quelques années. Et donc je ne peux pas voir IMT sans penser à mon fils. Mais la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire, il m'arrive de penser à mon fils sans penser à IMT, j'en suis désolé. Monsieur Charvilla m'a suggéré à l'instant de parler du lien entre innovation et progrès. En fait, je pensais que j'avais 3 heures de temps de parole, donc j'ai préparé beaucoup de choses. Comme j'ai que 10 minutes, je vais insister sur un seul point. Mais juste pour dire que c'est assez étonnant dans les présentations des écoles d'ingénieurs, les vôtres, ou bien l'école centrale, ou toutes les écoles d'ingénieurs finalement, et même dans les discours publics, le mot progrès n'existe plus. Il a disparu. Il a été remplacé par le mot innovation, dont on pourrait penser que c'est un vague synonyme. Mais en réalité, je n'ai pas le temps de développer, mais quand on regarde les rhétoriques dans lesquelles autrefois on insérait le mot progrès et qu'on les compare aux rhétoriques dans lesquelles aujourd'hui on insère le mot innovation, on se rend compte que nos discours sur l'innovation ne rendent pas justice à l'idée de progrès, et même la contredisent. Voilà. Pour le dire en une phrase, après je passe à un autre sujet, l'idée de progrès s'appuyait sur l'idée d'un temps constructeur, complice de notre liberté, de notre volonté. Les discours sur l'innovation s'appuient sur l'idée d'un temps corrupteur, avec l'idée que si on n'innove pas, on est mort. Et je pense qu'il y a là quelque chose qui invite à la réflexion, puisque ça donne au mot innovation une coloration qui est presque mortifère, alors que l'idée de progrès était au contraire beaucoup plus enthousiasmante. Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Moi, mon point, c'est de commenter un événement qui s'est passé en octobre 2024, que vous avez certainement vous-même suivi. On a remis le prix Nobel de physique à 2 chercheurs, l'un qui s'appelle John Hopfield et l'autre qui s'appelle Geoffrey Hinton, qui ont la particularité de ne pas être physiciens. Et donc c'est la première fois dans l'histoire qu'on remet le prix Nobel de physique à des non-physiciens. L'un pour... alors le communiqué Nobel dit ceci: ils sont récompensés pour leurs découvertes fondamentales et inventions qui ont rendu possible l'apprentissage automatique et les réseaux de neurones artificiels. Et ça a évidemment jeté un certain trouble dans les laboratoires, notamment de physique théorique, puisque les physiciens se sont sentis humiliés. Parce que c'était quoi le message des prix Nobel? Enfin, pas des prix Nobel, du comité Nobel. Est-ce qu'il fallait considérer que l'intelligence est une sorte de programme informatique et le cerveau l'équivalent d'un logiciel? Est-ce qu'il faut en déduire que l'intelligence artificielle pourra bientôt faire de la physique mieux que les physiciens, voire sans eux? Alors évidemment, les réseaux de neurones, ils sont déjà utilisés pour l'analyse des données au CERN ou ailleurs, ou en astrophysique quand on a des quantités de données colossales. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils pourraient faire mieux les algorithmes que les physiciens? Ça, c'est une question sur laquelle je vais revenir rapidement, mais régulièrement, la presse nous informe que l'intelligence artificielle bat, entre guillemets, l'intelligence humaine dans un nombre croissant d'activités spécifiques. Ça a commencé quand un logiciel d'IA a battu le champion du monde d'échecs, puis le champion du monde de Go. À chaque fois, on a dit les machines font preuve de créativité, entre guillemets. C'est-à-dire elles tentent des coups que l'esprit humain n'avait pas envisagés. Et d'ailleurs, les commentateurs, pendant les parties, jugeaient que les coups joués par les algorithmes étaient suicidaires. Et en fait, ce sont ces coups-là qui ont permis aux machines de gagner. Bon. Et en fait, quand on dit ça, on oublie juste une donnée, c'est
que, certes, les machines battent les humains, mais pas à puissance égale. Un cerveau humain, c'est 30 watts. Les logiciels dont je parle, c'est la puissance d'une ville moyenne. ChatGPT, c'est énorme comme consommation d'énergie. Donc moi, je recommande déjà la même chose que celle que je recommande à mes propres étudiants. Quand ils ont une question, ils vont voir sur ChatGPT. Moi, je leur dis, allez sur Google. Parce que dans beaucoup de cas, ça consomme beaucoup moins d'énergie que ChatGPT, qui à chaque fois mouline des choses considérables. Donc, je maintiens que quand on dit l'intelligence artificielle bat l'intelligence humaine, on dit quelque chose qui oublie cette question de l'énergie qui va devenir fondamentale, puisque comme vous savez, on atteint presque les limites de la loi de Moore. Et à partir de maintenant, la consommation électrique utilisée par le numérique en général va croître en proportion des usages. Bon. Cela dit, dans toutes sortes de domaines de la recherche, l'IA fait mieux que nous. Par exemple, on peut évaluer les propriétés antibiotiques de composés à partir de la donnée de leur seule structure chimique, ce qu'un humain ne peut pas faire. Associée au modèle classique, elle améliore la qualité des prévisions météo. Elle peut débusquer dans les images obtenues par radiologie des indices qui échappent à l'œil humain, etc. Et donc, on pourrait allonger cette liste, comme vous le savez, ad nauseam. Mais la question, c'est est-ce qu'on doit en conclure que l'on pourra bientôt externaliser la recherche scientifique en la déléguant à de puissants algorithmes qui seraient gavés de données? Bon. Alors, il y a certains qui disent qu'il y a là une excellente raison de hisser l'esprit humain sur un piédestal, au motif que l'esprit humain a été capable d'inventer des machines qui font mieux que lui. Donc il devrait en être fier. Mais on peut aussi défendre l'idée que cette situation engendre ce que Günther Anders, vous savez, le mari d'Hannah Arendt, appelait la honte prométhéenne. La honte prométhéenne, qui est la honte de l'ingénieur, qui s'empare de lui devant l'humiliante, je cite, l'humiliante qualité des choses qu'il a lui-même fabriquées. L'ingénieur est dépassé, humilié par ce qu'il produit. Et quand vous demandez à vos élèves étudiants, innover, innover, il y a parfois de l'embarras. Vous leur montrez un iPhone 16 et vous leur dites innover. Mais ils se sentent incompétents. Et ils vont choisir d'autres métiers. En tout cas, c'est ce qu'on voit nous à Centrale. En fait, la technologie, plus elle devient complexe, et plus paradoxalement, elle devient conviviale. Et donc, on pourrait dire en résumé provocateur, la technologie nous éloigne de la science. Alors que les philosophes des Lumières pensaient que la technologie, la technique comme ils l'appelaient, dès lors qu'elle devient familière dans la vie quotidienne des gens, va distiller de façon implicite les principes scientifiques qui ont rendu la technologie possible. Donc l'idée, c'était que la technique était vectrice de pédagogie scientifique. Et on voit que c'est le contraire. Les objets très complexes sont vendus sans notice. Il n'y a même pas besoin de savoir comment ça marche pour les faire marcher. Et ce qui me fascine, moi, c'est que ça ne suscite aucune curiosité. Parce que c'est quand même des objets miraculeux. Vous envoyez des textos où vous voulez, votre pouce sur un écran, l'élève s'imprime. Comment ça marche? Comment c'est possible? On devrait se dire, mais incroyable, comment ça marche? Et en fait, non. L'efficacité est tellement magique que ça tue dans l'œuf la curiosité, au motif sans doute que l'explication ou la réponse à ces questions serait trop compliquée. Ensuite, bon, comme vous le savez, il y a toutes sortes de questions qui se posent. Je voudrais simplement faire remarquer que la concurrence que l'intelligence artificielle fait à l'intelligence humaine n'est pas directe. En fait, l'IA, elle mime l'intelligence humaine. D'ailleurs, vous savez, l'expression intelligence artificielle a été inventée par un ingénieur qui s'appelle John McCarthy en 1956, en remplacement du mot qui avait été inventé par Wiener, qui est le mot cybernétique. Et comme vous le savez sans doute, il y a eu un conflit entre John McCarthy et Wiener. Et McCarthy a voulu se démarquer de Wiener. C'est pour ça qu'il a inventé le mot. Et voilà comment il définit ce projet. C'était lors d'un séminaire sur la cybernétique, justement, à
Dartmouth College aux États-Unis. Il dit dans son exposé « Je veux désigner ainsi un champ de recherche visant à décrire le fonctionnement des différents aspects de l'apprentissage de manière suffisamment précise pour qu'il puisse être simulé par des machines. » Le moins important, évidemment, c'est simuler. Les machines ne sont pas intelligentes. ChatGPT ne comprend pas ce qu'il débite. ChatGPT ne sait même pas ce que c'est qu'un mot. Mais nous qui disons ce qu'il produit, nous avons l'impression de parler à quelqu'un d'intelligent. Enfin, pas toujours, mais parfois. Okay, et donc, c'est ça qu'il faut interroger. Les machines ne sont pas du tout intelligentes. Elles sont asémantiques. Elles ne comprennent rien. Mais nous avons l'impression qu'elles le sont. Voilà. Et elles sont. Donc, le mot intelligence, dans intelligence artificielle, c'est le mot anglais. Intelligence en anglais, c'est pas la même chose qu'en français. En anglais, c'est gestion des données, traitement de l'information. En français, l'intelligence, c'est aussi l'esprit critique, c'est le discernement, c'est la capacité à faire des expériences de pensée, c'est bref, c'est surtout la capacité à distinguer le vrai du faux. Ce que les machines sont incapables de faire. Et la grande question, c'est est-ce que l'IA, avec beaucoup de données, va faire mieux que nous? Je parle des physiciens. Alors, il y a eu un article que vous connaissez peut-être en 2008 d'un chercheur qui s'appelle Chris Anderson, qui dit que bientôt, on n'aura plus besoin de physique théorique. Avec l'idée que si on a beaucoup de données, intelligemment analysées, on en saura mieux sur le réel que par le biais des théories physiques qui prétendent décrire le réel. Bon. Alors, je vais vous livrer une opinion personnelle sur ce sujet. Je pense que c'est faux. Voilà. Je pense que c'est faux. Pourquoi? Parce que si vous regardez la physique moderne, celle qui est née au XVIIe siècle avec Galilée, c'est une physique qui est née sans données. Il n'y a pas de données. Quand Galilée dit si on était dans le vide, tous les corps tomberaient à la même vitesse, il a zéro donnée. À l'époque, en 1604, il n'y a même pas de calcul différentiel. Donc la notion de vitesse instantanée n'est même pas définie. Et à chaque fois qu'on fait tomber des corps de masse différente, d'une certaine altitude, on voit que les plus lourds tombent plus vite que les plus légers. Donc si on avait pris des données de vitesse, position, accélération, trajectoire de tous les corps dans des conditions météo différentes, avec toutes les complexités qu'on veut, on les donne à manger à des algorithmes, ces données, les algorithmes diront plus un corps est lourd et plus il tombe vite. Voilà. Autrement dit, Galilée a compris la loi de la chute de corps sans faire d'expérience. Il n'est jamais monté au sommet de la tour de Pise. Pas peut-être que si. Une invention positiviste. Galilée n'est jamais monté au sommet de la tour de Pise pour faire tomber des objets. S'il l'avait fait, tout le monde aurait vu ce que tout le monde savait déjà, à savoir que les objets lourds touchent le sol avant les objets légers. Non, il a fait ce qu'on appelle une expérience de pensée. C'est-à-dire, il a posé une question contrefactuelle du type « Qu'est-ce qui se passerait si Aristote, qui dit que plus c'est lourd, plus ça tombe vite, avait vraiment raison ?» Ça, c'est l'hypothèse. Et ensuite, il raisonne en faisant une expérience de pensée dans laquelle il imagine qu'on prend deux pierres, une grosse, une petite, on les relie par une ficelle. Donc on forme un système qui est plus lourd que la grosse pierre. On imagine qu'on le laisse tomber d'une certaine hauteur, en supposant qu'Aristote a raison. Qu'est-ce qu'on en déduit? C'est plus lourd que la grosse pierre toute seule. Donc ça va tomber plus vite. Mais pendant la chute, la petite pierre qui tombe moins vite va tendre la corde et faire parachute. Donc freiner la chute de la grosse pierre. Donc ça va tomber moins vite. Donc ça tombe plus vite et ça tombe moins vite. Il y a une contradiction. Comment résoudre la contradiction, dit Galilée, en disant que la grosse pierre tombe à la même vitesse que la petite pierre, ce qui n'est pas ce que nous voyons. C'est fondamental. Ça veut dire que les lois physiques, et pensez à toutes les lois physiques que vous imaginez, y compris le principe d'inertie, y compris le principe de relativité,
ces principes contredisent les phénomènes qu'ils expliquent. Simplement, ils obligent à les réinterpréter. Dans le cas de la chute des corps, il faut dire que si on n'est pas dans le vide, il y a la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, et ce sont ces forces qui n'ont rien à voir avec la gravitation, qui sont responsables des différences de vitesse que nous observons. D'accord ? Autrement dit, la physique s'est construite contre les données. Le jour où j'étais dans le train, un monsieur se fait contrôler par le contrôleur, il n'avait pas de billet, donc le contrôleur s'apprête à lui donner une amende. Et le gars dit mais monsieur, en classe de seconde, on m'a appris le principe de relativité de Galilée qui dit que le mouvement est comme rien. C'est-à-dire quand on est en mouvement, tout se passe exactement comme si on n'était pas en mouvement. Et depuis, je refuse de payer mes billets de train. D'accord ? Et c'est un assez bon argument. En fait, quand vous payez un billet de train, vous payez l'accélération et le freinage, d'après Galilée. Bon, cela dit, à mon avis, il n'est pas le premier à avoir fait le gag, parce que je pense que les contrôleurs, ils sont formés à ça. Le contrôleur a dit, mais monsieur, si le mouvement est comme rien, alors l'immobilité est un mouvement, donc payez. Non, tout ça pour dire que le monde dans lequel nous sommes, ce que j'appelle le monde, c'est la Terre, l'atmosphère, le ciel tel qu'on le voit d'ici. Le monde nous masque l'univers. L'univers est masqué par le monde. Et la physique moderne, celle qui commence avec Galilée, c'est tout le contraire d'une bureaucratie des apparences. La physique dit le contraire de ce que les apparences semblent nous démontrer. On a l'impression que le temps est universel et absolu, parce que on prend rendez-vous, vous prenez l'avion, je prends le train, quels que soient nos mouvements, entre le moment où on prend rendez-vous et le moment où on se retrouve, nos montres restent synchronisées. Et donc on en déduit que le temps est universel, absolu, il ne dépend pas de l'observateur, il ne dépend pas des mouvements dans l'espace. Mais c'est faux. Ça n'est vrai que parce que dans notre monde, nos vitesses de déplacement sont négligeables devant la vitesse de la lumière. Si on pouvait se déplacer à un tiers de la vitesse de la lumière, on ne pourrait pas prendre de rendez-vous. Nos montres seraient contradictoires les unes avec les autres. Donc voilà, en 1915, comme vous savez, Einstein écrit les équations de la relativité générale, une nouvelle théorie de la gravitation, qui présente la gravitation non pas comme une force qui se déploie dans l'espace, mais comme une déformation de la géométrie de l'espace-temps. C'est cette théorie qu'on utilise aujourd'hui pour faire de la cosmologie. Donc plus d'un siècle plus tard, quand on parle de gravitation, on utilise les équations d'Einstein. Quelles étaient les données dont disposait Einstein en 1915 ? En 1915, je vous fais la liste brièvement, on ne savait pas que l'univers est en expansion. On ne savait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. On ne savait pas d'où vient que les étoiles brillent. On n'avait pas encore découvert les forces nucléaires. Et on ne savait pas que l'univers, enfin en tout cas l'espace, est en expansion, etc. Donc on ne savait rien de tout ça. Et Einstein trouve les bonnes équations. Ces équations nous ont permis d'augmenter le volume des données en prédisant l'existence d'objets qu'on n'avait jamais vus et qu'on a pu détecter parce que les équations les réclamaient. Trou noir, onde gravitationnelle, j'en passe. D'accord ? Bon, maintenant, faisons à notre tour une expérience de pensée. Imaginons qu'on ait toutes les données qu'on a aujourd'hui. On a toutes les données qu'on a aujourd'hui, recueillies par des collisionneurs de particules, des satellites, des télescopes, on a tout. Est-ce que vous pensez qu'un algorithme qu'on alimenterait pour l'éduquer par ces données pourrait, par induction, retrouver les équations d'Einstein ? La réponse, c'est non. Et je pense que ça va être non pendant très longtemps. D'accord ? Donc ma conclusion, c'est Galilée, Einstein 1, il y a 0. Je vous remercie. Il y a des questions ?
Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Merci pour la présentation. Parmi les données dont pourrait disposer l'IA, il y a les bouquins de physique. Absolument. D'ailleurs, je le supposais. Si vous avez des données sans dire cette donnée, ça correspond à une vitesse ou à une accélération, l'IA ne va pas inventer le concept. D'accord ? Donc évidemment, si vous donnez l'équation de la relativité générale à l'IA, moi je parlais des données observationnelles ou expérimentales, si vous voulez. Alors, si vous mettez les bouquins, oui, évidemment, l'IA va... si vous dites à l'IA ce que les humains savent, ça va. C'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire, il avait les bouquins de physique, les bouquins de physique de l'époque actuelle pourraient servir à inventer les concepts et les notions de demain. De la même manière. Je ne crois pas que l'IA soit capable d'inventer des concepts. Sauf à considérer que notre cerveau, en fait, est un gigantesque réseau de neurones et qu'en fait, l'intuition, etc., est créée par des neurones qui sont en fait simulables par une machine. Moi, je ne crois pas. Et l'argument de la puissance me semble convaincant. C'est-à-dire, notre intelligence ne travaille pas comme celle des machines. On consomme, je l'ai dit, beaucoup moins de puissance. Là-dessus, les chercheurs du CA que je connais qui travaillent sur ces questions, comme Stanislas Dehaene, sont d'accord. L'intelligence humaine n'est pas simulable exactement par une machine. En fait, moi, je pense qu'on devrait parler non pas d'une intelligence artificielle, mais d'une intelligence autre. Elle est autre. Elle est autre. Si vous prenez l'exemple du jeu de Go, lisez les livres, plutôt les interviews données par Lee Segol, le champion du monde qui a été battu par AlphaGo. Lee Segol raconte que pendant la partie, il a l'impression de jouer, alors tantôt avec Dieu, tantôt avec un fou. C'est-à-dire que la machine tentait des trucs, vous jouez des coups qui lui semblaient, comme je l'ai dit, suicidaires. C'est-à-dire que la machine explore des possibilités que l'esprit humain refoule. D'autre part, votre cerveau, il est capable de réfléchir à toutes sortes de problèmes, alors que les machines sont tellement spécialisées qu'on ne peut leur confier typiquement qu'un seul type de tâche. Donc, jusqu'à preuve du contraire, moi je ne dis pas ce que ce sera dans le futur, mais jusqu'à preuve du contraire, l'intelligence humaine est autre que l'intelligence dite artificielle. Moi, je me suis amusé avec ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT, par exemple, la version payante, O1. Je lui ai demandé quel est l'énoncé du petit théorème de Fermat. La réponse parfaite, parce qu'elle est dans les bouquins. Ensuite, je lui ai demandé l'énoncé du grand théorème de Fermat. Réponse parfaite. Ensuite, je lui ai demandé, mais quel est l'énoncé du moyen théorème de Fermat? Ça n'a aucun sens. Mais il ne sait pas que ça n'a aucun sens. Donc il répond. Et il bidouille le petit. Et en fait, ça n'a aucun sens. Mais quelqu'un qui n'est pas spécialisé en mathématiques va trouver que ça a du sens. En tout cas, pas moins de sens que les deux énoncés précédents. Donc il y a quand même le risque du bullshit. Voilà. Le risque du bullshit, de la cancérisation des données. Bientôt, ces machines vont être alimentées par plus de textes qu'elles ont produits que par de textes produits par des humains. Je pense que là-dessus, il y a quand même une révolution anthropologique. C'est qu'on est en passe de lire, dans notre vie quotidienne ou professionnelle, plus de textes écrits par des machines que par des humains. C'est-à-dire, on n'a jamais vécu ça. Tous les textes qu'on a lus jusqu'à récemment ont été écrits par des humains. Là, non. Il n'y a pas d'imparfait du subjonctif dans ChatGPT. Alors, moi, si vous voulez, le risque, c'est qu'on parle comme ChatGPT. Je ne sais pas comment vous évaluez vos étudiants à l'IMD, mais nous, on ne peut plus leur donner de devoirs à la maison. On en a marre de corriger des copies sans faute. Donc on les enferme, on pique les téléphones. Maintenant, il y a les montres connectées. On leur donne une dissertation. Franchement, parfois, c'est pas terrible. Et la question qu'on se pose, et vous posez la même, c'est pendant combien de temps on va demander aux étudiants de produire des performances bien moins bonnes que celles des machines. Et qu'est-ce qu'on demande aux étudiants? De bien utiliser les outils ou de savoir s'en passer? Si ce qui vous intéresse, c'est le résultat produit,
Dans beaucoup de situations, la machine fera mieux qu'un étudiant. Mais ce qui vous intéresse dans l'étudiant quand il s'agit d'évaluer, c'est sa façon de réfléchir, de travailler, de raisonner. Et là, il y a une question implicite qui me semble fondamentale et qui rejoint une autre question tout aussi fondamentale, c'est qu'est-ce que vous racontez à des étudiants? Qu'est-ce que vous leur racontez qu'ils ne peuvent pas trouver dans l'univers numérique dans lequel ils baignent? Des cours sur la relativité générale, il y en a partout. Donc, quelle est votre légitimité à venir parler de relativité générale des étudiants? Moi, je pense que c'est une question de fond, ça. Avec l'idée qu'on doit avoir maintenant un usage utilitaire de la connaissance. On ne peut pas avoir toutes les connaissances dans sa tête, et l'idée, c'est de savoir les saisir en cas de besoin. Moi, j'ai quand même des étudiants qui me disent « Einstein, c'est intéressant, mais je l'apprendrai quand j'aurai besoin. » Mais mon coco, peut-être que tu n'en auras jamais besoin, et pourtant, c'est très intéressant. Voilà, je me fais du souci pour la joie intellectuelle. Voilà. Moi, mes étudiants, ils ont une question, ils ne discutent même pas de la question entre eux. Ils vont chercher la réponse. Mais ce qui fait la joie intellectuelle, c'est le fait de vivre avec un problème, d'en discuter, de lire des choses, et puis éventuellement d'avoir une idée. Et tout d'un coup, on comprend ce qu'on ne comprenait pas, parce qu'on a cherché. Mais si la réponse ou l'explication advient tout de suite, la joie intellectuelle est bien moindre. Merci beaucoup pour votre introduction là, à la journée. J'avais une deuxième question, c'était la réductibilité aux données, quelque chose que vous avez mis un petit peu en défaut, enfin que vous mettez en défaut. Et il me semble que la science joue sur ses deux pieds. Et vous avez cité le dernier prix Nobel qui a été donné à des non-physiciens. Mais les précédents, et on peut penser à Alain Aspect par exemple, était un très grand expérimentateur. Et la science a avancé grâce à ses expériences et à ses données. Et donc, je pense, dans votre expression, on sent peut-être une envie de mettre la science de façon théorique au-dessus des données. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'équilibré à envisager sur les deux pieds pour la science? Alain Aspect, il a produit des données. Il n'a pas produit de théorie. Il a produit des données à propos d'une contradiction entre une certaine interprétation de la physique quantique et une autre, avec variable cachée ou pas. Il l'a résolu. Et voilà. Et c'est les données, en effet, qui ont départagé une théorie quantique sans variable cachée d'une théorie quantique avec variable cachée. Deux expériences de pensée. Et là, évidemment, il aurait pu utiliser l'IA pour analyser ces données. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les données n'ont pas été capables, et on ne leur a pas demandé d'ailleurs, d'en déduire une nouvelle théorie. Elles ont éliminé une piste. Elles ont fait parler le réel, si vous voulez. Et évidemment, les données font parler le réel. D'ailleurs, Galilée, la loi de la chute des corps a été vérifiée quelques ans plus tard quand on était capable de faire le vide. Donc, je suis d'accord avec vous. À un moment donné, une théorie doit entrer en contradiction, en tout cas doit se confronter à des données. Donc je ne suis pas en train de dire du mal des données. Alors, les données, c'est indispensable. Il n'y a pas de science sans données. Ce que je veux dire, c'est le pouvoir, je parle du pouvoir créateur des algorithmes auxquels on donne des données. C'est de ça que je parle. Et je pense que, jusqu'à preuve du contraire, les machines sont incapables de faire des expériences de pensée, comme on dit, c'est-à-dire de poser des questions contrefactuelles. Je termine juste là-dessus parce que je sais que vous avez un emploi du temps très serré. Mais est-ce que vous connaissez l'expérience de pensée qui a mené Einstein à la relativité générale? Et posez-vous la question de savoir si une machine aurait pu faire cette expérience de pensée. Ça se passe en 1907. Einstein rentre de déjeuner, s'assoit sur le tabouret près de son bureau et fait une sieste comme tous les jours, une sieste qu'il appelle semi-éveillée. Il ferme les yeux comme ça. Et il sait que s'il s'endort complètement, il y a un réflexe de son corps, il est sur un tabouret qui va lui permettre d'avoir suffisamment de conscience pour choper l'idée qu'il traverse. Et ce jour-là, il imagine, dans une sorte de rêve comme ça, qu'il est en chute libre. Il tombe en chute libre. Quand vous tombez en chute libre, ça veut dire dans le vide, c'est-à-dire que la seule force qui s'applique à votre corps, c'est votre poids. C'est ça, tomber en chute libre. La seule force qui s'applique à votre corps, c'est votre poids. Et c'est votre poids qui vous fait tomber. Mais il se dit, mais si je prends mon stylo pendant ma chute et je le lâche,
Ben, il n'a pas la même masse que moi. Mais Galilée a dit que tous les corps tombaient à la même vitesse. Donc ce stylo, par rapport à moi, ne va plus tomber. Il sera en lévitation, il va flotter. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là? Si vous tombez, c'est à cause de votre poids, et le fait de tomber annule pour vous l'impression qu'il y a de la gravitation. Ça va le rendre fou. Ça va le mener au principe d'équivalence. Et c'est la formalisation mathématique de ça qui va le conduire à la relativité générale. En fait, ce qu'il comprend, c'est que si la seule force qui s'applique à votre corps, c'est votre poids, vous ne pouvez pas sentir que vous avez un poids. Vous êtes en impesanteur. Pour sentir qu'on a un poids, il faut subir une autre force que son poids. Par exemple, la réaction de la chaise sur laquelle vous êtes assis, c'est ça qui fait que vous sentez que vous avez un poids. Mais dans le vide, non. Alors, vous voyez, aucune machine, à mon avis, ne pourra réfléchir de cette façon. C'est-à-dire se mettre dans une situation par la pensée qui contredit toute donnée possible. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais quand même, il faut travailler. Hein. J'avais un tout petit complément sur les données, parce qu'effectivement, les données ne sont que ce qu'on a pu observer dans le passé et pas ce qu'il y a dans l'avenir. Est-ce que c'est pas encore pire si les données sont biaisées et utilisées à des desseins plus ou moins malicieux? Bah si, on peut tromper. Surtout, vous voyez, les données, on peut établir des corrélations. Moi, j'ai été effrayé pendant le Covid, par exemple, du nombre incroyable de fois où on a, à la télévision ou ailleurs, confondu corrélation et causalité. C'est incroyable, ça. Alors là, c'est de la manipulation. Hein. Les gens qui font passer des relations de causalité, des corrélations pour des relations de causalité, c'est des criminels intellectuels. Hein. C'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on peut dire qu'il a plu les grenouilles. Hein. Enfin, si, on peut le dire, mais c'est faux. Hein. Et on le dit tout le temps.